la présence d'un œdème papillaire. Pour ce qui est du plan rénal, l'hypertension artérielle va entraîner une insuffisance rénale aiguë par nécrose fibrinoïde. Parfois, nous pouvons avoir des signes de syndrome hémolytique et urémique tels que l'oligurie, hématurie, protéinurie, urémie sévère. Et sur le plan pulmonaire, on a un œdème aigu du poumon. Sur le plan nutritionnel, très souvent en pédiatrie, on note un retard de croissance staturo-pondérale. Le diagnostic différentiel d'une crise hypertensive ou d'une urgence hypertensive se fait avec une insuffisance cardiaque compliquée d'OAP, un état de mal convulsif, une hypertension intracrânienne, une insuffisance rénale aiguë, une intoxication médicamenteuse, qui sont dues à d'autres causes. C'est bon. Pour la CAT d'urgence, ici la CAT d'urgence, c'est la CAT en cas d'urgence hypertensive lorsqu'on a l'atteinte d'un ou des organes cités un peu plus haut. On devra hospitaliser le patient aux soins intensifs, et on devra le mettre en condition, puis commencer avec un traitement pharmacologique afin de réduire la pression artérielle sans la normaliser dans l'immédiat. On utilise très souvent la nicardipine, commercialisée sous le nom de Loxène, à raison de 0,5 à 3 microgrammes par kilo par minute en intraveineux. Et ensuite, on va monitorer les constantes vitales, surtout la tension artérielle. S'il y a des convulsions, nous allons donner un anticonvulsivant. Si on a l'œdème aigu du poumon, nous allons donner un diurétique. Et si le patient est en coma, on devra intuber et faire la ventilation manuelle qui sera facile en utilisant pour la sédation et analgésie des molécules qui ne doivent pas faire augmenter la pression artérielle. Diagnostic étiologique. Devant une crise hypertensive ou une urgence hypertensive, nous devons faire la recherche étiologique et à l'interrogatoire, nous allons chercher les antécédents anté- et périnataux, voir s'il y a une notion de prématurité ou de retard de croissance intra-utérin. Les antécédents médicaux tels que les angines, l'hypertension artérielle si elle est déjà connue ou si elle est inaugurale, le traitement en cours si c'est pour une hypertension artérielle connue, des pathologies vasculaires, rénales, endocriniennes ou neurologiques. Nous devons également chercher à savoir dans les antécédents familiaux s'il y a la notion d'HTA, de maladie rénale, maladie neurologique. Et également, nous devons chercher à savoir le mode de vie et le régime diététique du patient. À l'examen clinique, on devra prendre les constantes vitales et mensurations. On devra examiner la peau à la recherche des taches café au lait ou angiomes ou sudation. Au niveau du cou, la masse cervicale antérieure, si elle est présente. Sur le plan cardiovasculaire, on devra palper les pouls à la recherche d'une abolition. Souvent, lorsqu'on a un pouls huméral, le pouls huméral droit et le pouls carotidien, lorsqu'ils sont augmentés avec le pouls fémoral qui est bas ou absent, ça peut nous orienter directement vers une coarctation de l'aorte, où on devra également chercher à savoir s'il y a une tachycardie ou un souffle cardiaque. Au niveau de l'abdomen, on devra chercher à savoir s'il y a une masse abdominale. On devra palper les fosses lombaires et chercher à savoir si ces masses sont pulsatiles. Les organes génitaux externes vont nous intéresser dans le sens où il y a existence d'une différenciation sexuelle et après faire un examen clinique complet. À la paraclinique, dans la biologie, nous devons doser la protidémie, azotémie, créatinémie, l'ionogramme sanguin et urinaire. La bandelette urinaire, nous devons la faire à la recherche d'une protéinurie et l'hématurie. On devra faire également la numération formule sanguine, la glycémie et vitesse de sédimentation. Le dosage sanguin de la rénine, de l'aldostérone, des hormones thyroïdiennes et de la TSH doivent être faits. Le dosage des catécholamines, dérivés méthoxylés et du cortisol libre dans les urines doit être aussi envisagé. Comme imagerie, nous aurons la radiothorax, l'échographie abdominale à rechercher. On devra rechercher les reins
pour savoir s'il y a une dilatation des voies urinaires, la taille des reins et savoir s'il y a une échogénicité ou pas. L'éloge surrénal également, on devra rechercher une tumeur rétropéritonéale et l'échographie abdominale couplée au Doppler vasculaire va nous aider à voir s'il y a une sténose médio-aortique ou des artères rénales. Et à l'échocardiographie, nous allons chercher à savoir s'il y a une coarctation de l'aorte. Et enfin, nous devrons faire le bilan étiologique en deuxième intention, à savoir la PBR, l'angioscanner, tomodensitométrie et l'imagerie par résonance magnétique. Les étiologies. Il existe plusieurs classes. Nous les avons classées de manière suivante. Concernant les causes rénales, qui sont les causes les plus fréquentes, qui sont les causes les plus fréquentes en pédiatrie, nous avons la glomérulonéphrite aiguë ou surcharge hydrosodée. Il y a une notion d'une angine 1 à 3 semaines avant, les œdèmes de type rénal, l'hématurie, protéinurie. On peut également avoir une insuffisance rénale fonctionnelle. Nous pouvons avoir également une sténose de l'artère rénale. Dans ce cas, nous avons une HTA rebelle et le diagnostic sera fait à l'écho-doppler rénal. Les autres atteintes rénales, nous les citons. Il peut s'agir d'une glomérulonéphrite chronique, des reins cicatriciels ou kystiques, une pyélonéphrite chronique ou encore le syndrome hémolytique et urémique. Pour ce qui est des causes vasculaires, on a la coarctation de l'aorte. Dans ce cas, nous avons un souffle systolique sous-claviculaire et dorsal avec le pouls huméral droit et carotidien qui sont élevés, le pouls fémoral qui est bas ou absent et le diagnostic se fait à l'écho cardiaque Doppler. À part la coarctation de l'aorte, nous pouvons avoir une neurofibromatose et certaines vascularites telles que le lupus érythémateux disséminé ou le Wegener comme cause d'hypertension artérielle chez l'enfant. Sur les causes endocriniennes, nous citons phéochromocytome et autres tumeurs sécrétant des catécholamines. Dans ce cas, nous avons une HTA paroxystique avec la tachycardie, palpitation, un flash OAP, des céphalées et la sueur. Deuxième cause endocrinienne, on peut avoir une hyperplasie congénitale des surrénales, on peut avoir une hyperthyroïdie, la maladie de Cushing ou le neuroblastome. Cause médicamenteuse, lorsque le patient est sous corticothérapie ou encore lorsqu'il y a un sévrage d'antihypertenseurs. Cause métabolique en cas d'hypercalcémie et causes neurologiques telles que convulsions encéphalites, H-tic, Guillain-Barré. Nous pouvons également avoir une hypertension artérielle essentielle et ceci est plus retrouvé chez les adolescents et les préadolescents. Il y a une particularité concernant les nouveau-nés et les nourrissons, c'est lorsqu'on a une coarctation de l'aorte et la polykystose. Ce sont des principales étiologies dans cette catégorie de patients. Parlons à présent du traitement. Le but dans ce cas, c'est de maintenir les fonctions vitales en priorité. Et nous devons baisser la pression artérielle en dessous du 95e percentile, mais de façon progressive, à savoir les 25% de la pression artérielle qu'on aura à l'entrée doivent être réduites dans les 8 heures. Après, nous devons faire baisser la pression artérielle en zone normale dans les 24 à 48 heures. Nous devons également éviter une hypoperfusion cérébrale, c'est-à-dire que lorsque nous baissons la pression artérielle, la chute ne doit pas être progressive avec chute brutale de la pression artérielle qui va entraîner une hypoperfusion cérébrale. Les moyens, nous avons les mesures générales de réanimation. Nous avons également les moyens médicamenteux, à savoir furosémide en bolus à raison de 2 mg kg, puis 1 à 2 mg kg par jour en 3 prises. La morphine, 0,1 mg kg par dose en intraveineux toutes les 1 ou 4 heures. Le mannitol à raison de 0,5 à 1 kg
par kilogramme de poids toutes les 6 heures. Les anticonvulsivants, à savoir le diazépam 0,3 à 0,5 mg kg et le phénobarbital 10 à 20 mg kg. Pour ce qui est des moyens spécifiques,